Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'épilogue d'une crise qui aura duré pas moins de 18 mois. Le Conseil national du patronat du Mali a un nouveau président. Il s'agit de M. Mossadegh Bali, élu à la tête du CNPM à la suite d'une assemblée générale élective convoquée par le bureau provisoire. Homme de consensus, le nouveau patron des patrons du Mali est une figure influente de l'entrepreneuriat national et ouest-africain. Fondateur de la chaîne hôtelière Azalaï, le PDG du groupe du même nom prend les commandes d'une organisation en quête de souffle dans un contexte particulier, redynamiser le CNPM dans un contexte économique national et international difficile. Voilà la lourde mission qui attend sans doute le nouveau président. Comment compte-t-il la réussir? Nous allons bien évidemment lui poser la question. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors tout d'abord, nos félicitations pour cette brillante élection. On va dire 117 voix sur 129, plus de 90% de taux de participation selon les chiffres que nous avons eus. En tout cas, un plébiscite. Comment est-ce que vous accueillez cela? Avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de sérénité. C'est le fruit d'un travail qui a été mené de main de maître par l'administration provisoire, dirigé par le doyen Soya Golfa. Cette administration provisoire a su rassembler autour d'un idéal, celui de faire en sorte que le secteur privé se réconcilie avec lui-même. Donc ils ont su mobiliser tous les groupements professionnels. Ils ont su convaincre ces groupements d'aller aux élections avec un bureau consensuel. Je dois dire au passage d'ailleurs que c'est une pratique au CNPM. Les présidents sortants sont aussi passés par là parce que les entrepreneurs voulaient avoir toujours le consensus. Donc il y a un bureau consensuel qui a été mis en place, qui a été proposé aux délégués qui, en assemblée générale, ont massivement voté pour ce bureau. Donc je l'accueille avec beaucoup de soulagement parce que ça fait 2 ans que nous sommes en crise, avec beaucoup de sérénité, mais je suis aussi conscient des attentes des ressortissants du secteur privé. Mais déjà, comment est-ce que vous vous retrouvez à ce niveau? Il y a peut-être 2 mois, 3 mois, on ne vous attendait pas, vous n'étiez même pas candidat lors du renouvellement du bureau. Absolument, je n'étais pas candidat, je n'ai jamais été candidat à quoi que ce soit, notamment dans nos organisations fêtières. Mais un groupe de chefs d'entreprise, à leur tête le doyen Soya Golfa, qui est l'un des fondateurs d'ailleurs de la Fédération nationale des employeurs du Mali, qui a été créée en janvier 1980. Et d'ailleurs, parmi les fondateurs figurait feu mon père Sidi Boubacar Bali, donc avec des grands opérateurs tels que Soya Golfa, Liu Bachili, Liu Yatasai, Madala Kouma, paix à leur âme, ont décidé de créer la Fédération nationale des employeurs du Mali, d'ailleurs sur instigation du BIT. Alors c'est ce petit groupe qui a fait cette démarche-là pour venir me voir et demander que j'accepte cette fois-ci de venir les aider à mettre en place un bureau consensuel, les aider à redresser notre fêtière qui vraiment a traversé une crise très très aiguë. Après réflexion, j'ai accepté parce que je me suis dit que c'était ma famille professionnelle qui me demandait cela. Je me suis dit aussi que l'heure était grave parce que si nous, le secteur privé, on n'est pas unis, on ne peut pas avoir de voix dans ce pays, on ne peut pas être écouté par les pouvoirs publics. Et j'ai accepté aussi parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que je redonne à mon pays ce que le pays m'a donné. Je suis quand même fruit de l'éducation publique gratuite, de l'éducation de ma famille, de ma communauté. Et tout ce que je suis aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, je le dois à mon pays, le Mali, qui m'a fait confiance déjà en 1994 en me vendant le Grand Hôtel de Bamako. C'est de là qu'est parti le groupe Azalaï. Donc j'ai accepté cette mission et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de sérénité que je vais l'amener avec les 30 membres du bureau du CNPM. Alors, au moment de chercher un peu, on va dire le Messie, l'homme providentiel, on se dirige vers M. Bali. Qu'est-ce que cela vous fait en fait? Est-ce que vous considérez maintenant comme le sauveur?
Non, pas du tout. Je suis ni sauveur, ni messie, ni homme providentiel. Vous savez, dans la vie, on ne réussit absolument rien tout seul. Comme un adage africain le dit d'ailleurs, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment une équipe soudée qui a décidé de prendre les destinées du CNP en main. Donc c'est une équipe qui va travailler, c'est une équipe qui va produire les efforts, des chefs d'entreprise totalement engagés. Il ne faut pas oublier que la fonction de membre du bureau, c'est du bénévolat, ce n'est pas rémunéré. Donc on prend de notre temps, on prend le temps qu'on ne consacre pas à nos entreprises, on le consacre à notre fêtière pour faire avancer la cause commune du secteur privé malien. Donc non, je ne me vois pas du tout comme un sauveur. Je suis heureux si les uns et les autres ont pensé que je pouvais être plutôt un fédérateur. Le consensus est porté sur mon nom pour être à la tête d'un bureau qui lui aussi est un bureau consensuel. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, un travail collégial que nous allons mener pour justement atteindre les résultats. Et notre mission en tant que CNPM, c'est de faire en sorte qu'on puisse investir dans ce pays, créer des emplois, créer de la richesse. C'est ça la mission essentielle du CNPM. Vous venez de parler de bénévolat. Dès lors, on se pose la question de savoir, mais pourquoi les gens se battent pour quelque chose qui est du bénévolat? Aucune idée, il faudrait peut-être que vous leur posez la question, mais je considère qu'aujourd'hui, on ne se bat plus au CNPM. Je considère que le secteur privé a fait la preuve qu'il était capable de sortir de cette crise par le haut, avec, comme vous l'avez vous-même dit, un bureau consensuel qui a recueilli 117 voix sur 129 délégués inscrits. Il y a 155 délégués au total dans le CNPM, 129 ont décidé de participer au vote. Même s'il y avait les 155 délégués, la majorité pour élire un bureau, c'était 103 délégués et ce bureau a recueilli 117 voix. C'est pour vous dire que vraiment il y a une unanimité. Donc je considère qu'il n'y a plus raison de se battre, il n'y a plus raison de mener des combats d'arrière-garde. Aujourd'hui, nous devons tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui créent la richesse, la valeur, les emplois, nous devons aller dans le même sens, à savoir s'attaquer aux vrais problèmes. Consensus, nous l'avons dit, mais quand même toujours avec des voix divergentes. Hein. En tout cas, il y a une certaine partie du CNPM qui a toujours des griefs contre les nouveaux textes, contre les nouvelles règles du jeu. Alors, c'est vrai que vous appelez à l'union, mais comment est-ce que vous comptez gérer ces divergences qui existent toujours? D'abord, je profite de votre plateau pour leur lancer un appel. Je pense qu'il y a le moment de l'adversité, de la confrontation, et il y a le moment de la paix, parce que nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons un seul pays, nous avons une économie, nous devons développer cette économie, et chacun a sa place dans le développement de cette économie. Je pense que le moment de la confrontation est derrière nous maintenant avec l'Assemblée générale du 1er octobre. Donc, je leur lance un appel, venez vous joindre à nous. Amenez vos idées, amenez votre énergie. Nous sommes prêts à les écouter. Rien n'est immuable dans la vie. Des textes ont été toilettés et l'administration provisoire a fait un excellent travail, d'ailleurs sous la houlette de notre vice-président Boubacar Diallo, qui avec les juristes que nous avons commis ont fait un excellent travail, et tous les autres membres de l'administration provisoire. Mais ces textes peuvent évoluer. D'ailleurs, ils doivent évoluer. C'est comme la constitution d'un pays. À un moment donné, on doit revoir et améliorer. Donc moi, l'appel que je lance à ceux qui encore sont dans le défi ou l'adversité, c'est que c'est le moment de se rassembler. C'est le moment de s'unir. Parce que nos défis sont énormes. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de défis à relever, politiques, institutionnels, sécuritaires et économiques. Et je pense qu'il ne faut pas perdre son énergie dans des confrontations stériles et inutiles. Alors, est-ce qu'au-delà de cet appel que vous lancez, vous avez des actions de prévues pour rassurer, ramener tout le monde dans la grande famille du CNPM? Oui, bien sûr. Le samedi, nous allons faire la passation avec l'administration provisoire. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons
établir un programme de travail. Et les premières tâches, après avoir bien sûr rendu visite de courtoisie aux autorités publiques, nous avons déjà été reçus par le ministre du Commerce et de l'Industrie et nous allons continuer à rencontrer les autres autorités politiques de ce pays-là. Après cela, nous allons rencontrer tous les groupements, sans exclusive, y compris les ressortissants de ces groupements-là qui, justement, n'ont pas voulu prendre part à ce processus de réconciliation et de rénovation du CNPM. Donc, nous allons nous-mêmes faire ces démarches pour aller les rencontrer, les écouter, avec un seul et unique message. Il est vraiment temps que le secteur privé parle d'une seule et unique voix. 18 mois de crise, donc Monsieur le Président, quel enseignement est-ce qu'il faut en tirer et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les dispositions ont été prises pour que cela ne se reproduise plus? Ah, totalement. J'ai dit tantôt que l'administration provisoire, avec les consultants qu'ils ont commis, ont fait un travail extraordinaire. J'ai lu et relu les nouveaux textes. Vraiment, c'est des textes, bien sûr, rien n'est parfait. Ici-bas, sur cette terre, on peut toujours améliorer. Mais les textes que nous avons aujourd'hui sont des textes, je dirais, qui peuvent nous éviter à l'avenir ce genre de crise. Parce que, essentiellement, la crise est venue du fait que, dans le passé, en tout cas les élections qui ont été invalidées par la justice malienne, vous aviez des délégués qui étaient inscrits sur les deux listes. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez voter pour quelqu'un, vous vous inscrivez sur sa liste et en même temps vous vous inscrivez sur la liste de son concurrent. C'est ça qui a mené cette crise-là du CNPM. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Donc, et puis beaucoup d'autres dispositions qui ont été prises dans les nouveaux textes. Sincèrement, je pense que les nouveaux textes vont nous mettre à l'abri. En plus, et ça c'est une disposition de taille, le président a un mandat unique de 5 ans, non renouvelable. Les vice-présidents peuvent être renouvelés, mais désormais, plus personne ne pourra diriger le CNPM au-delà d'un seul et unique mandat. Je pense aussi que c'est une grande avancée. Ça instaure de la démocratie, de la diversité, au niveau du CNPM. La crise au CNPM est derrière nous aujourd'hui? De mon humble avis, oui, la crise du CNPM est derrière nous, la crise du secteur privé est derrière nous. Nous sortons forts, renforcés, unis, et pour preuve, les 90% des délégués qui ont voté pour ce bureau consensuel. Et s'il reste encore des doutes là-dessus, le bureau, sa toute première tâche est de lever ces doutes-là. Alors parlons en termes d'impact, Monsieur le Président, quand les patrons se battent, vous dites qu'ils ne se battent plus, tant mieux, mais c'est quoi la conséquence sur notre économie? La crise au CNPM a-t-elle eu des répercussions négatives sur le monde des affaires? Ah oui, absolument. Vous savez, le CNPM est un interlocuteur majeur des pouvoirs publics. C'est-à-dire, et c'est marqué dans nos statuts, les pouvoirs publics ne peuvent pas prendre des lois, des décisions sans consulter le CNPM. Ça veut dire que pendant 18 mois, le CNPM n'était pas consulté sur toutes les lois, les règlements qui impactaient justement la vie économique de ce pays, mais aussi la vie sociale. Le CNPM est l'interlocuteur privilégié des syndicats. Donc, il doit jouer un rôle, notamment lorsqu'il s'agit de désamorcer des conflits sociaux. Le CNPM ne pouvait plus jouer ce rôle-là. Le Mali n'était plus représenté à l'international. Dans les forats où les fêtières patronales étaient organisées, étaient représentées, le CNPM n'y était pas représenté. Le CNPM est aussi un interlocuteur privilégié des bailleurs de fonds qui veulent mettre en place des programmes, notamment dans le domaine de la formation. Ils n'avaient plus d'interlocuteurs. Donc oui, la crise du CNPM a beaucoup impacté la marche de l'économie, la marche du pays tout court. Aussi, vous savez, on a eu cette crise superposée à deux autres crises. La pandémie, à Covid-19. Donc là aussi, le CNPM n'était pas là pour justement suggérer, conseiller l'État sur les mesures à prendre pour alléger les conséquences extrêmement négatives de la pandémie, mais aussi l'embargo pendant 6 mois. Heureusement que l'embargo touchait
plutôt les corridors, l'importation, le ravitaillement. Le CNPM n'était pas là pour jouer sa partition, mais Dieu merci, la Chambre de commerce était là. Et je dois dire que la Chambre de commerce a vraiment joué sa partition, a joué un rôle extrêmement important pour éviter des pénuries dans notre pays. Voilà, donc c'est une organisation extrêmement importante qui doit jouer un rôle de conseiller, un rôle de think tank, un rôle de bureau d'études, mais aussi, parce que c'est aussi un syndicat, quand il le faut aussi, revendiquer des améliorations dans les lois à caractère économique et social. Alors, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui de nombreux défis à relever pour le CNPM. Quels sont ces défis? Alors, les défis sont de plusieurs ordres, mais les principaux, c'est l'énergie. Nous n'avons pas d'énergie dans ce pays, et lorsqu'il y en a, c'est un coût exorbitant. Nous ne pouvons pas attirer des investissements dans ce pays, que ce soit des investissements nationaux ou internationaux, sans énergie. Parce que c'est avec de l'énergie qu'on développe un pays. Vous savez, quand je parle d'énergie, je ne parle pas uniquement de l'usine qui fabrique des matelas ou qui fabrique des jus de fruits. C'est aussi le tailleur du coin qui doit satisfaire ses clients, c'est le petit moulin du coin, ainsi de suite. Donc, premier défi et premier, je dirais, dossier que nous souhaitons mettre sur la table du gouvernement, c'est la refondation, la restructuration du secteur énergétique au Mali pour que le Mali puisse bénéficier de suffisamment d'énergie, de l'énergie propre si possible, et à un coût abordable. Deuxième défi, c'est les ressources humaines. Nous manquons de ressources humaines qualifiées. Il y a une très grande inadéquation entre la formation qu'on donne aux jeunes et les emplois qui sont créés par nos entreprises. Et on le voit notamment dans le secteur minier, où il y a beaucoup d'importations de main-d'œuvre étrangère parce que les entreprises, les miniers n'arrivent pas à trouver les qualifications sur place. Ça, c'est le deuxième défi que nous souhaiterons relever avec notre interlocuteur, l'État. Le troisième défi, c'est le financement de l'économie. Nous avons une économie qui est largement sous-financée. Largement. Moins de 20% des besoins de financement sont satisfaits par le système bancaire. Moins de 20%. C'est énorme. Alors que sur des continents comme l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Asie, c'est plus de 100%. Ça veut dire que vous avez besoin de 100 francs, vous avez un système bancaire qui vous propose plus de 100 francs pour financer votre projet. Ça aussi, c'est un grand défi. Et aussi, quand c'est disponible le financement, les coûts sont très, très élevés. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, effectivement, sont très, très élevés. Le quatrième défi, c'est tout ce qui est infrastructure. Nous sommes un pays enclavé, 7 frontières. Nous avons besoin de routes. Nous n'avons pas de routes. Vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux des gens qui ont posté des photos de la route Bamako-Kai. C'est un axe important. 70% de notre commerce transite par le port de Dakar. Et cette route est complètement dégradée. Il n'y a plus de route entre Sévaré et Gao. Donc nous avons besoin de routes. Nous avons besoin de pistes rurales pour que nos paysans puissent évacuer leur production. S'il n'y a pas de pistes, ils vont juste produire ce dont ils ont besoin pour survivre, pour manger. Il n'y aura pas de surplus à commercialiser. Et finalement, nous avons besoin de stabilité. Notre slogan, c'est « Invest in Mali ». Nous voulons que le Mali devienne ou redevienne une destination d'investissement, aussi bien pour nous les Maliens que pour les étrangers. Mais pour cela, il nous faut de la stabilité politique, il nous faut de la stabilité institutionnelle et il nous faut de la sécurité. Donc voilà les grands défis que le nouveau bureau du CNPM souhaiterait mettre sur la table du gouvernement et ensemble, avec du dialogue, de la collaboration, trouver des solutions pour relever ces défis-là. En tout cas, vous l'avez dit à votre élection que notre pays se porte très mal, notre économie se porte très mal, nos entreprises se portent très mal. Ce n'est pas réjouissant comme tableau, Monsieur le Président. Oui, Est-ce que ce n'est pas pessimiste? Non, c'est un constat. Mais vous savez, les plus grandes nations dans le monde sont passées par là. Ce n'est pas une exclusivité malienne, hein? Vous avez aujourd'hui des nations très développées qui font partie du G7, qui, il y a 60-70 ans,
leurs ressortissants faisaient les poubelles pour manger. Donc ce n'est pas une fatalité. Il est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que nous sommes installés dans une grave crise institutionnelle, sécuritaire, donc par ricochet économique, mais nous pouvons en sortir. Donc c'est un constat que nous avons fait. Il est évident qu'aujourd'hui notre pays ne se porte pas bien, mais une fois qu'on a fait le constat, on fait quoi pour en sortir? Et c'est là que le CNPM propose justement, et d'ailleurs lorsque nous allons rencontrer les plus hautes autorités du pays, nous allons leur proposer l'organisation d'une conférence économique et sociale, où nous allons mettre sur la table nos suggestions, nos propositions pour relancer l'économie. Mais encore une fois, l'économie ne peut être relancée, les investisseurs ne peuvent attirer par le Mali, même les investisseurs nationaux, que si nous avons de la stabilité politique, de la stabilité institutionnelle et de la sécurité. Et ça, ces trois domaines sont des domaines régaliens de l'État. Seul un État structuré, fort, vertueux, visionnaire ou dirigé par des hommes et des femmes qui viennent pour servir et non se servir. Donc seul un État dirigé par des hommes et des femmes vertueux qui sont au service du peuple peuvent assurer ces trois conditions sine qua non pour tout investissement économique. La sécurité, la stabilité politique institutionnelle et la justice bien distribuée, c'est du domaine régalien de l'État. Donc nous avons besoin de ça pour relancer l'économie. Les autorités y travaillent certainement, mais est-ce que quelqu'un peut vous garantir cela avec une échéance précise, avec des délais précis? Ce n'est pas possible, la sécurité, la stabilité. Est-ce que quelqu'un peut vous promettre ça à tel horizon? Oui, justement, c'est pour ça que je disais que des grandes nations sont passées par là. Pour rétablir la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle dans un pays, ça prend beaucoup de temps. Comme vous le savez, détruire c'est facile, mais bâtir ça prend énormément de temps. Ça prendra, je pense, beaucoup d'années, des décennies même, pour rétablir la sécurité sur nos 1 241 000 km². On ne parle pas d'un pays qui a 200 000 ou 300 000 km². On parle d'un pays vaste, donc ça prendra énormément de temps. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait la volonté de le faire et qu'on y aille. Il faut aussi que politiquement, nous soyons stabilisés. Nous sommes un pays qui a quand même ces 30 dernières années connu beaucoup d'instabilité institutionnelle. Il faut y mettre fin. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on demande une garantie, on demande simplement qu'il y ait de la volonté. Et nous voyons de la volonté, nous voyons les avances sur le plan sécuritaire. Nous sommes en période de transition, des élections vont être organisées, une loi électorale a été mise en place. Donc, il y a une volonté d'assurer cette stabilité politique et institutionnelle. Nous voyons l'armée qui monte en puissance et qui a de réels résultats sur le terrain. C'est dans le bon sens, mais ça prendra beaucoup de temps. Donc nous, ce que nous souhaitons en tant qu'investisseurs, en tant que créateurs de richesses, d'emplois, nous voulons voir de la volonté. Nous, mais aussi ceux qui nous regardent de l'extérieur. Quand tu vois qu'il y a un État qui a la volonté justement de sécuriser le territoire, qui a la volonté d'assainir le domaine politique, qui a la volonté d'organiser des élections transparentes, croyez-moi, les gens ne vont pas attendre de dire non, il faut que l'État soit présent partout. Dès qu'ils voient qu'il y a cette volonté, les gens sont prêts à investir parce qu'ils se disent on voit une réelle volonté, on ne va pas attendre que tout soit parfait parce que ça prendra beaucoup de temps. Donc on va commencer à investir. Parce que même les Maliens, quand ils ne sont pas rassurés, ceux qui investissent, vous savez, ils investissent, mais ils spéculent. Soit ils achètent beaucoup de terrain, ou bien ils gardent de l'argent. Ils ont peur d'investir parce qu'un investissement productif, pour le rentabiliser, ça prend 10 et 15 ans. Voilà. D'accord. Et vous, à l'échelle des mandats, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, sachant très bien que ce que vous demandez de la part des autorités mettra un peu de temps à se mettre en place? Mais nous, ce qu'on va faire, c'est déjà poser les jalons d'un dialogue fructueux entre le secteur privé et les pouvoirs publics. C'est-à-dire rétablir ce dialogue-là, avoir une qualité de dialogue pour que vraiment il y ait une véritable complicité entre le secteur privé et le secteur public.
Sans cela, ça va être très difficile d'avancer. Donc, notre première tâche serait de rétablir ce dialogue-là pour que nous puissions mettre, chaque fois que de nécessaire, nos suggestions, nos propositions sur la table du gouvernement, sur la table du Parlement, pour que nous puissions avancer dans l'assainissement de l'environnement, du doing business. Ça, ce serait notre premier jalon. Et notre deuxième, c'est de faire en sorte, en tant que bureau, que les entrepreneurs maliens et les entrepreneurs non maliens qui décident d'investir au Mali puissent créer des emplois. Parce que le plus gros défi de notre pays, c'est de trouver des emplois pour 100-150 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché. Nous sommes un pays qui a une population qui va quasiment doubler. Dans moins de 30 ans, nous serons plus de 40 millions de Maliens. Donc nous aurons beaucoup de jeunes qui vont venir sur le marché du travail. Où est-ce qu'ils vont trouver ces emplois? Ça, c'est de notre responsabilité à nous, parce qu'on sait que ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Un État visionnaire et régalien crée les conditions dans lesquelles les entrepreneurs créent les emplois. Mais c'est les entrepreneurs qui vont créer 100, 200, 300, 400 000 emplois par an. Et donc, notre responsabilité en tant que chef d'entreprise est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de création d'emplois. Et pour cela, il faut que l'environnement soit assaini. Donc, je vous ai parlé de nos défis, l'énergie, les ressources humaines, le financement, le transport, et ainsi de suite. La gouvernance aussi? Ah ben oui. Vous savez, quand vous construisez une maison, vous commencez par le soubassement. La gouvernance, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, c'est la base de tout. Lorsque vous n'avez pas une bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse, une gouvernance qui est délivrée par des hommes et des femmes qui sont là pour servir, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, mais qui ont plutôt des agendas personnels, eh bien, on a ce qu'on a aujourd'hui. Le résultat du Mali d'aujourd'hui, c'est quand même la conséquence de décennies de très très mauvaise gouvernance, aussi bien dans le secteur public et politique, sécuritaire, que dans le secteur privé. Donc il faut impérativement que la gouvernance avec le grand G soit, je dirais, même pas améliorée, mais à réinventer, à changer, si nous voulons que notre pays redevienne ce qu'il était avant. On va boucler notre entretien, Monsieur le Président. On parle beaucoup de refondation actuellement. Le renouveau de l'entrepreneuriat au Mali, c'est pour quand? C'est pour maintenant. Ah bon, déjà maintenant? Absolument. D'accord. C'est un appel que je lance d'ailleurs à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Lancez-vous, osez, prenez des risques, parce que notre pays ne s'en sortira que lorsque il sera un pays d'investissement. Parce que même lorsqu'on parle de problèmes de sécurité, un État ne peut bâtir un appareil sécuritaire qu'en prélevant des impôts et des taxes. D'accord? Or, on prélève où les impôts et les taxes? Sur les activités économiques. Donc, l'entrepreneuriat, plus que jamais, est nécessaire et indispensable pour relancer notre pays. Plus nous aurons d'entrepreneurs, plus nous aurons d'emplois créés. Plus nous aurons d'emplois créés, moins nous aurons de jeunes Maliens qui seront tentés de se faire enrôler dans les groupes armés terroristes ou qui seront tentés par l'immigration illégale, avec le grand risque de mourir dans le désert ou en mer Méditerranée. Plus il y aura des entreprises, et là je m'adresse aussi au pouvoir public, et c'est un dossier aussi que nous allons mettre sur la table du gouvernement, c'est que l'assiette fiscale est très réduite au Mali, parce qu'on a un secteur informel qui est malheureusement très très important. Donc plus il y aura d'entreprises, surtout dans le secteur formel, plus il y aura d'entreprises qui vont produire localement, parce que malheureusement aussi le Mali est un pays d'importation. Nous transformons très peu, même nos productions
agricoles et minières, nous les exportons sans les transformer. Donc plus il y aura d'investissements dans le secteur productif, plus il y aura matière à taxer pour l'État, qui va élargir son assiette fiscale, plus il y aura un budget conséquent. Et un État qui a un budget conséquent peut faire face à ses obligations régaliennes, à savoir la sécurité, la justice, les infrastructures et la formation de nos jeunes. Mais quand vous dites aux jeunes, lancez-vous, j'ai envie de vous demander à leur place, avec quels moyens? Ah ben oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et d'où justement l'un des chantiers majeurs de notre bureau. Et nous prendrons langue non seulement avec les autorités, mais aussi avec le secteur financier, qui d'ailleurs est membre du CNPM, hein, donc la PBF est membre du CNPM. Moi, je rencontre, en tant que chef d'entreprise, je rencontre beaucoup les jeunes. En coaching, en mentoring, je donne beaucoup de conférences. Et il est évident que le problème de financement des projets des jeunes est un problème réel. Et là, ça ne peut pas se régler avec le système bancaire classique. Les banques commerciales ne vont pas financer un jeune qui a besoin peut-être d'1,5 million, ou 1 million, ou 2 millions pour lancer sa petite unité de transformation de jus, par exemple. Dans les pays qui ont réussi à créer un tissu de PME, de TPE, de PME, et les pays qui sont le plus connus, c'est l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, ont créé des structures ad hoc. En France, par exemple, ils ont créé la BPI, la Banque publique d'investissement. Aux États-Unis, ils ont le Small Business Administration. En Allemagne et en Suisse, il y a des fonds publics qui, justement, permettent aux jeunes de se lancer et de se faire financer. Moi, je reste convaincu, mais ça, c'est un sujet qu'on va discuter avec les pouvoirs publics, je reste convaincu que si on ne trouve pas une solution au financement des start-up, des TPE, des PME, ben, mon appel risque d'être un peu coincé dans les tuyaux, effectivement. L'appel que je lance aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, effectivement, il risque d'être buté très très tôt à ce problème de manque de financement dans notre pays. Mais ce n'est pas un problème qui est malien, c'est un problème du continent africain de façon générale. Alors, on espère que l'appel ne restera pas coincé et on vous souhaite bon vent, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur notre chaîne, nos programmes se poursuivent. Excellente soirée en compagnie des programmes de l'ORTM.